806,9 milliards d'euros. 50% pour l'innovation et les transitions climatiques et numériques durables. Savez-vous de quoi je parle? Des fonds que l'Europe est prête à investir pour soutenir les entreprises dans leur transition. Très bien. Il y a peu, pour moi, ces chiffres étaient encore abstraits, inatteignables. En parallèle de cela, nous sommes abreuvés de messages. Le constat est grave. Une prise de conscience est nécessaire. Qu'allons-nous laisser aux générations futures? Alors, personnellement, j'ai bien conscience que je dois changer mes comportements à la maison et au bureau. Mais pour moi, la notion de développement durable est encore floue, abstraite, difficilement appréhendable, limite stressante. Alors peut-être que pour vous également. Et je vous rassure, Keonis n'a pas toutes les réponses. En revanche, continuité numérique, vous avez frappé à la bonne porte. Alors, associer les deux peut paraître être un jeu d'équilibriste. Pas tant que ça, finalement. This is the state of our planet. Excessive consumption and emissions have pushed our ecosystems to the brink of disaster. By 2050, our economies must be circular and carbon-free. To make that a reality, businesses must dramatically transform within only 10 years. It can be done, but only if we fundamentally rethink everything. Imagine simulating a product's entire life cycle without a single physical prototype. Accelerating the launch of radically new products and processes that are right and green the first time, every time. Imagine testing entirely new biomaterials, zero-carbon manufacturing processes, and revolutionary new vehicles propelled by alternative fuels. We could simulate global logistics to minimize emissions and redesign our buildings and bridges to be both resilient and recyclable. This is not a dream. It is a reality. Dassault Systèmes 3D Experience platform is already enabling the world's most disruptive sustainable innovations, from electric vehicles to global wind power to the first solar-powered airplane. This is the decade to deliver. The time to act is now. En préparant notre Innovation Day, j'ai pu constater que la démarche de développement durable, même si elle n'est pas formalisée en tant que telle, beaucoup de nos clients l'ont déjà mise en place. Prenons l'exemple de Samaya. Bienvenue chez Samaya. Samaya, c'est l'air du temps au népalais. Et pour moi, le bivouac, c'est une expérience unique, hors du temps, de reconnexion avec la nature, avec soi-même. Alors c'est mes parents qui m'ont initié à l'escalade, à l'alpinisme et au bivouac. Et je dirais que le goût de l'effort n'était pas une option pour pouvoir passer ces week-ends en famille. Alors on est deux cofondateurs avec Arthur, tous les deux anciens sportifs de haut niveau. Pour Arthur en cyclisme et pour ma part en escalade. J'ai suivi des études en mécanique, puis après en textile du sport technique, où j'ai commencé un projet sur une tente d'alpinisme innovante qui m'a passionné. J'ai continué ce projet en parallèle de mes études d'ingénieur textile. Je venais de raccrocher la compétition de haut niveau et j'avais besoin de nouveaux défis. Et je ne savais pas encore, mais j'avais lancé Samaya. La tente technique est un objet complètement à réinventer. Je vais vous montrer ce que nous faisons. Venez avec moi. Nous sommes ici, au Samaya High Camp à Annecy, au cœur des Alpes. Le Samaya High Camp est structuré autour de 3 piliers.
le Design Center, où nous nous trouvons, l'atelier de prototypage et de production en petite série et le showroom. Nous avons choisi la plateforme 3D Experience sur le cloud pour optimiser la partie conception et simulation numérique de l'attente, qui sont deux étapes majeures de notre processus de développement. La conception via la 3D Experience nous permet de tester un nombre important de concepts dans un temps limité et de sélectionner ensuite ceux que nous souhaitons pousser dans la phase de développement produit. La 3D Experience nous permet ensuite de les soumettre numériquement à des conditions extrêmes afin de les optimiser. En réduisant ainsi le nombre de prototypes physiques, le choix de ce logiciel nous a permis de réduire le temps de développement, proposer des produits toujours plus performants, limiter notre impact environnemental et gagner en agilité pour s'adapter aux besoins de nos clients. Allons faire un tour à l'atelier. Ce logiciel nous permet d'atteindre plus rapidement nos objectifs de R&D en soutien jusqu'au prototypage grâce au patronage issu de la CAO. Être en mesure d'accélérer le développement des produits pour proposer une gamme complète dès les premières années d'existence de la marque. Gagner en agilité et en performance pour répondre au plus juste aux besoins de nos utilisateurs. Continuer à nous démarquer avec des produits qui se différencient techniquement pour une expérience unique. Cela s'inscrit dans notre stratégie de relocalisation de notre savoir-faire de confection en France, en nous appuyant sur nos formidables équipes bien sûr, sur nos nouveaux locaux et sur les moyens numériques avec l'accompagnement de Keonis. Nous sommes fiers de pouvoir ainsi rassembler l'ensemble de notre chaîne de valeur sur notre site, de la recherche à la vente. Nous bénéficions des performances et de la rapidité du cloud. Cette technologie nous permettra à terme de gérer l'ensemble du processus de développement du produit dès sa création et tout ça dans un référentiel unique. Alors oui, sustainability et continuité numérique, il y a un chemin à prendre. Et je suis ravie que vous puissiez aujourd'hui vous nourrir de l'expérience de nos clients, de nos partenaires et de nos experts présents ici aujourd'hui. Cette journée promet d'être dense et intense. Souvenez-vous, au début, j'ai commencé par vous parler chiffres et investissements. Ce n'était pas anodin. En effet, le développement durable est devenu également un enjeu financier. Et les directions financières, notamment celles de nos clients, le savent très bien. Et c'est le cas aussi, finalement, chez Zenith et Keonis. C'est pourquoi il nous semblait évident de demander à notre directrice financière d'animer notre prochaine table ronde. Je vous demande d'accueillir Axel Mazet. Finance et développement durable. Quels liens unissent ces deux sphères ? Je suis Axel Mazet, directrice financière du groupe Keonis. Alors c'est vrai, on demande de plus en plus à nos CFO d'être de véritables Sustainable Business Partners. Pourquoi ? Eh bien, de façon assez native, les directeurs financiers sont déjà rompus aux exercices de reporting, de dashboarding, de KPI, de comptabilité. J'identifie aujourd'hui 3 axes majeurs qui lient la sustainability avec la finance. En effet, premier axe, le développement durable, c'est un sujet extra-financier que l'on mesure grâce au reporting ESG. Alors, attention, c'est parti pour les acronymes. ESG,
ce sont trois lettres pour trois piliers. E comme environnement, S comme social, G comme gouvernance. Le premier pilier, on le connaît bien, car il est très médiatique. Mais l'entreprise, effectivement, a un rôle à jouer face à l'environnement. On va lui demander, notamment, de s'impliquer dans le changement climatique, dans la lutte contre la pollution, dans la protection de la biodiversité. Le deuxième pilier, il est moins connu, c'est le pilier social. Et pourtant, on va demander aussi à nos entreprises de s'engager dans une dynamique plus sociale vis-à-vis de ses collaborateurs. Il s'agit notamment de favoriser la santé et la sécurité au travail. Également, de favoriser l'index égalité homme-femme, de bannir le travail forcé, le travail des enfants. Enfin, le troisième pilier, et non des moindres, c'est le pilier de la gouvernance. Parce que la sustainability, effectivement, elle est impulsée au plus haut niveau de l'entreprise par des règles d'éthique. Et cette éthique, finalement, elle va au-delà des lois, au-delà des réglementations. L'entreprise va donc s'efforcer d'intégrer des règles anti-corruption, de protéger les intérêts des actionnaires minoritaires, d'avoir plus de transparence dans la rémunération des dirigeants ou dans les liens qu'ils entretiennent avec leurs actionnaires. Alors finalement, le reporting ESG, ce n'est rien de moins qu'un nouveau modèle de gestion d'entreprise qui inscrit la sustainability dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Et cela va même plus loin, puisqu'il propose aux parties prenantes des valeurs sociétales sans compromettre les individus, l'économie ou la planète. Alors, deuxième axe majeur, mais alors avant, je vais faire quand même un petit retour en arrière avant d'évoquer le deuxième axe majeur. C'est le fait que la communauté européenne, finalement, ne se satisfait pas du reporting ESG et va nous proposer une nouvelle directive, encore un acronyme, le CSRD, Corporate Sustainable Reporting Directive. Sans doute, quand vous aurez quitté la salle, vous aurez oublié cet acronyme. Et pourtant, demain, ce sont plus de 50 000 entreprises de la zone Europe qui seront concernées. Cela va plus loin. Les États vont devoir inscrire dès cette année dans leur loi les principes de ces directives qui vont rendre notamment obligatoire le bilan carbone. Je reviens donc à mon deuxième axe majeur. Je vois comme lien entre la finance et le développement durable, c'est l'écofiscalité ou la taxonomie. Les directeurs financiers vont devoir jongler entre des mesures incitatives, des subventions ou au contraire les taxes, un système de plus en plus complexe puisque tous les États ne sont pas égaux en la matière. Troisième axe majeur, ce sont les marchés financiers. Et les marchés financiers ne sont pas du tout indifférents à cette notion de développement durable. Bien au contraire. Et cela depuis bien longtemps. Pourquoi ? Pas par altruisme, mais tout simplement parce que les marchés financiers
considère qu'une entreprise qui n'est pas engagée dans le développement durable n'est pas une entreprise rentable aujourd'hui, ne sera pas une entreprise rentable demain, et même, sans doute, n'existera-t-elle plus. C'est ainsi que d'ailleurs les marchés financiers s'intéressent tout particulièrement à la notation ESG, en lien avec le reporting ESG que j'évoquais en introduction. Pour vous donner un exemple relativement parlant, nous avons sur la place parisienne, la place boursière parisienne, un indice CAC 40 ESG, qui est un indice non pas composé des plus grosses capitalisations boursières, mais plutôt des sociétés qui ont la meilleure notation ESG. Et le savez-vous, cet indice, sur les 5 dernières années, est plus performant de 9% que son homologue traditionnel, l'indice CAC 40. Alors, faisons un petit flashback, un petit retour en arrière aux origines de la sustainability. Et moi, j'aime bien prendre cette date de 2015, puisque 2015, c'est mon entrée chez Keonis. Petit clin d'œil, mais pas que, puisque en parallèle, les Nations Unies œuvraient à définir 17 objectifs de développement durable. Encore un acronyme, les ODD. Ces 17 objectifs n'ont pas moins que pour objectif que de définir un avenir meilleur, plus durable, en réponse aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Et ces objectifs ont pour objectif de régler les problèmes mondiaux tels que famine, pauvreté, injustice faite aux femmes, aux enfants, etc. en 2030. 2030, c'est demain. Alors, intéressons-nous aujourd'hui à 3 objectifs de développement durable qui sont en lien avec la thématique de notre journée, la gestion du cycle de vie du produit, ou le PLM. Premier objectif, c'est le numéro 7. Je vais vous donner un tiercé gagnant. L'objectif numéro 7, c'est l'énergie propre. Oui, l'énergie propre, mais à un coût abordable. Deuxième objectif, c'est l'objectif numéro 9. Industrie, innovation et infrastructure. Sans innovation, point de développement durable. D'ailleurs, la communauté européenne demande à ses États membres que 3% de leur PIB soit consacré à la recherche et au développement. En France, nous n'avons que pour l'instant 2,4%. Ce n'est pas assez, l'effort doit être accentué. Le dernier objectif, c'est l'objectif numéro 12. Consommation et production durable. Produire mieux avec moins. Alors, finalement, dans tout cela, le développement durable, est-ce une opportunité, un risque, une contrainte pour les entreprises? Oui, un risque, car le risque peut être tout d'abord réglementaire. Ensuite vient le risque business, puisque des entreprises qui ne se sont pas engagées dans cette démarche, demain, peuvent se voir exclues de certains marchés. Et puis, il y a les risques aussi liés au marché financier, car effectivement, c'est un sujet extra-financier, mais qui nécessite des engagements financiers. Et sans marché financier, cela est impossible, bien sûr. Donc le risque, c'est effectivement de ne pas avoir de financement, c'est d'avoir un désintéressement des jeunes générations qui sont beaucoup plus impliquées que les générations précédentes dans ces questions de la sustainability.
C'est avoir des consommateurs qui vont bouder les produits. C'est une entreprise qui va perdre en dynamisme. A contrario, une entreprise qui s'engage dans le développement durable, c'est une entreprise qui peut choisir notamment un business model disruptif. Oui, car le développement durable sera disruptif. Par exemple, pourquoi vendre alors que je peux louer? Et à contrario, effectivement, oui, on peut voir des bénéfices à cela, puisque une entreprise qui s'engage dans le développement durable, c'est une entreprise qui est innovante, qui va donc attirer les jeunes talents, les investisseurs et les consommateurs. Alors, où en est-on aujourd'hui dans l'industrie française face à cette question du développement durable? Il nous a paru intéressant de nous concentrer sur 2 chiffres, donc cette étude menée par Les Échos, donc vraiment sur l'industrie française. 62% des dirigeants interrogés jugent l'objectif neutralité carbone prioritaire. Certes, 16% seulement ont réalisé un bilan carbone. Alors, oui, les grandes entreprises sont plus matures sur le sujet du développement durable. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà rompues un exercice depuis quelque temps, elles ont des moyens que les plus petites entreprises n'ont pas, mais elles ont un pouvoir de traction sur le restant de l'économie qui n'est pas négligeable. Il faut donc commencer une feuille de route environnementale dès maintenant, identifier les quick wins, et cela, c'est bien sûr possible et indispensable grâce aux solutions numériques. Je vous demande donc d'accueillir Martin Gruneau et Xavier Adam pour nous parler plus en détail des solutions numériques et du développement durable. Merci Axel, merci Céline, super introduction au sujet de la journée aujourd'hui de notre iDay. Bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Martin Gruneau, je suis le CEO de Keonis et j'aimerais bien donc reprendre donc cette question sur en quoi est-ce qu'il y a un lien donc entre le numérique et la sustainability. Pour Keonis, nous avons inscrit le mot ou le terme sustainabilité dans notre raison d'être. Donc ça veut dire dans le purpose de l'entreprise. Ça date il n'y a pas très longtemps. C'est quelque chose qu'on fait pour nous rappeler vraiment chaque jour quel est le pourquoi cette entreprise existe. Évidemment, en dehors d'une rentabilité qui est nécessaire. Mais en tant qu'entreprise numérique, on considérait que c'était nécessaire de faire cette inscription de ce terme de sustainabilité dans notre raison d'être. Alors pour revenir maintenant sur ce lien entre sustainabilité et numérique, je souhaite partager donc quelques étapes historiques parce qu'ils vont bien expliquer donc ce lien. Donc on commençait dans les années 70-80, il y avait une entreprise d'Assaut Aviation, ensuite d'Assaut Systèmes, qui avait comme idée de dire on va développer un logiciel pour concevoir en 3D au lieu de 2D. Bon, c'était pas à l'origine, donc l'intention c'était pas pour être écologique, mais c'était plutôt parce qu'il y avait des kilomètres de plans, de papier, avec beaucoup d'informations incohérentes. Et donc on trouvait ces incohérences finalement donc, beaucoup plus tard dans les phases de production. Et donc ça coûtait très cher, ça repoussait donc, le go-to-market des produits. Donc ça c'était la naissance du 3D. Après donc, dans les années 90, on parlait de la maquette numérique.
la maquette numérique, c'était plus donc la description d'un modèle 3D, une pièce 3D, mais tout un produit en 3D. Et donc il y avait un client phare à l'époque, c'était Boeing avec leur 777, qui en 1994 disait, ben voilà, on va concevoir donc ce premier avion entièrement en tant que maquette numérique avec des avantages massifs. Massif, pourquoi? Parce que c'est pour la première fois, le 3D devenait le maître d'information, le porteur d'information de tout. Donc ça veut dire donc, que tous les plans 2D, c'était que donc, un produit dérivé du 3D. Donc automatiquement, donc, tous les plans étaient corrects, parce que c'était toujours la même source d'information. Après, il y avait... ce qui était magique quelque part, c'est qu'on pouvait voir donc, les collisions donc, entre les pièces virtuellement sur un écran. Ça apparaissait donc sur un écran au lieu de des mois plus tard dans les assemblages, les chaînes d'assemblage. En plus, donc, les phases de prototypage, ils étaient réduits donc, en deux. Donc, ça, c'était quelque chose qui est absolument extraordinaire, en réutilisant beaucoup moins des maquettes physiques. Et donc, ça veut dire beaucoup moins de matières premières qui étaient utilisées. Et c'était à ce moment-là où il y avait cette première notion, on disait, le numérique porte un potentiel incroyable vis-à-vis l'impact écologique. Donc arrive donc en 2022, aujourd'hui, donc on parle plus vraiment de la maquette numérique, mais on parle d'un jumeau numérique. Alors, je vais dire, donc le numérique devient le jumeau du produit réel, donc jumeau numérique. Et donc, c'est pas seulement donc une représentation, c'est une représentation virtuelle du produit réel qui est basée sur les mêmes principes que la maquette numérique, mais donc avec beaucoup plus d'éléments supplémentaires. Et donc, je vais seulement partager 4 points qui illustrent bien à quel point donc, cette jumeau numérique va impacter le développement des produits durables. Ils sont tous axés donc, autour de la simulation. Donc, premier, ça serait le fait d'optimiser les procédures de maintenance. Pourquoi ça impacte la durabilité? Parce que finalement, on peut prolonger donc, la durée de vie d'un produit avec une bonne démarche des procédures de maintenance. On peut étudier donc, la faisabilité de recyclage pour économiser les matières premières. On peut optimiser la logistique des produits pendant leur processus de fabrication, tout en réduisant donc, les chemins qui sont parcourus par les produits. Et finalement, on peut même aller à prédire donc l'empreinte carbone du produit réel en utilisant donc cette jumeau numérique basée sur les bases de savoir, les bases de connaissances. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va montrer tout à l'heure dans la session juste après. Donc pour conclure, donc, le numérique, même s'il n'est pas né vraiment donc, dans une intention donc, écologique, le numérique d'aujourd'hui permet bien à mieux concevoir, à mieux fabriquer, à mieux simuler non pas seulement le produit, mais aussi l'usage. Et donc, ça nous permet à mieux simuler donc, l'impact sur l'environnement. Donc maintenant, j'ai quand même une question qui me tracasse depuis un bout de temps, parce que, et je vais poser la question à Xavier, est-ce que finalement ça suffit? Est-ce que ça suffit de dire tout simplement on va mieux concevoir et mieux fabriquer des produits si on ne met pas en question donc, un modèle économique toujours en croissance? Ça veut dire donc, comment est-ce qu'on va marier donc, l'intention économique avec l'intention durabilité? Il y a un qui pousse pour produire plus et l'autre qui amène plutôt à dire il faut produire moins. Très bonne question, Martin. Je pense qu'il ne faut pas opposer. Je pense qu'on souffre sur ce sujet-là de beaucoup de
polarisation, qu'on parle d'énergie, on parle de nucléaire contre énergie renouvelable, alors que souvent c'est les deux choses. Donc c'est comment finalement certains secteurs peut-être vont devoir décroître, tandis que d'autres vont devoir innover pour se restructurer. Et donc moi, Xavier Adam, je suis responsable des solutions durables chez Dassault Systèmes, et on accompagne nos clients dans 11 industries pour accompagner cette transformation. Et justement, pour éviter la polarisation justement, et ce débat un peu des fois stérile qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou ailleurs, je pense que notre devoir, c'est de revenir à la science. Et qu'est-ce que nous dit la science? Qu'est-ce que nous dit le GIEC, le groupement intergouvernemental pour le climat? C'est qu'aujourd'hui, on doit réduire drastiquement nos émissions. Juste pour donner un petit ordre d'idée, on parle de les pays s'engagent une neutralité carbone 2050, l'Europe au global s'engage sur une neutralité carbone 2050, avec souvent des jalons intermédiaires. Donc si on regarde 2030, il faut qu'on réduise par 2 nos émissions. Donc ça concerne toutes les industries, ça concerne toutes les entreprises, mais aussi bien sûr la sphère publique, les collectivités. Et d'ici 2050, si on prend par exemple l'exemple d'un Français moyen, ça veut dire passer de 10 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes. Donc tous les domaines, la manière dont on se va d'un point A à un point B, la manière dont on se loge, dont on consomme, dont on produit, tout ça doit être réinventé. Et chez Dassault Systèmes, on a, comme tu le disais, depuis très longtemps justement, et finalement sans vraiment le savoir, grâce aux outils numériques et aux jumeaux numériques, pu réduire nos impacts. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de le mesurer. Et donc notre purpose, notre raison d'être chez Dassault Systèmes, c'est vraiment harmoniser produit, nature et vie. Parce que Axel le disait tout à l'heure, la dimension environnement, social et gouvernance, tout ça est lié, et il faut qu'on fasse du business dans un monde qui est limité, donc il faut qu'on tienne compte de l'environnement. Donc pour ça, je dirais que vous, chef d'entreprise, responsable développement durable, responsable bureau d'études, bureau des méthodes, comment finalement ce message-là, vous pouvez, ce changement-là, vous pouvez l'impulser auprès de vos équipes? Je dirais qu'en premier lieu, il y a déjà une prise en compte, une connaissance de ces enjeux-là. Et il y a beaucoup d'acronymes en effet, mais il y a de plus en plus d'informations qui est vulgarisée. Et je parlais tout à l'heure du GIEC, qui a le résumé pour décideurs, qui est vraiment accessible à tous, que je vous encourage à lire. Donc il y a 3 groupes au GIEC. Il y a le groupe qui est responsable de la science autour du climat, donc la physique climatique, et qui a mis en évidence qu'il y a désormais plus de doute que le changement climatique est d'origine humaine. Il y a un second groupe qui est responsable de regarder l'adaptation, parce qu'on est déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle de réchauffement, et on veut se limiter à 1,5. Donc 2015, c'est aussi la date historique des accords de Paris, mais on n'y est pas du tout. Donc il y a énormément d'efforts à faire, et l'adaptation, ça va être un gros sujet. Et le dernier point qui est comment est-ce qu'on réduit, et là, le dernier rapport que vous pourrez consulter est très clair sur ce point-là. Il faut vraiment se réinventer. Et donc je continuerai sur en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est là où on a, chez Dassault Systèmes, défini ce qu'on appelle un Sustainability Compass, parce que c'est pas le tout de dire 2050, je serai neutre en carbone. Dans le cadre Dassault Systèmes, c'est 2040 d'ailleurs, mais il faut dire quel est le chemin pour y aller. Donc on a articulé cette stratégie d'entreprise sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle expérience de change. On se doit, pour pouvoir parler de ce sujet-là à nos clients, avoir déjà expérimenté et nous appliquer nous-mêmes une exigence en termes de réduction
Donc c'est là où encore un acronyme, SBTI, qui est une organisation en lien avec les Nations Unies, qui permet d'aider les entreprises à aligner leur trajectoire de réduction d'émissions avec les accords de Paris. Le deuxième point, c'est la partie solution. Donc comment on aide en tant qu'éditeur de logiciels avec nos solutions, nos clients à réduire, à se transformer, aller vers ces innovations radicales dont tu parlais tout à l'heure, Martin. Et pour cela, on a un portfolio sur lequel on axe de plus en plus, et c'est ma responsabilité, d'avoir 2/3 de nouveaux revenus avec des solutions à impact d'un point de vue de la sustainability. Et pour ça, on a besoin d'être robuste. Donc c'est pour ça que chez nous, on s'appuie sur la taxonomie européenne que tu as également évoquée, qui est vraiment cruciale sur la définition qu'est-ce qu'une activité verte, qu'est-ce qu'une activité qui va permettre de transformer nos économies. Et le troisième point qui est aussi très important, qui est autour de la collaboration. Comment on embarque toutes les parties prenantes, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs, pour, au-delà du cercle de l'entreprise et du bilan carbone de l'entreprise, qui est déjà un premier pas, qui est très important, et en effet, on a vraiment besoin de mesurer au niveau de l'entreprise et au niveau des produits qu'on va concevoir, on y reviendra plus tard. Et la collaboration, c'est comment je pense en dehors juste de mon business, donc avec des autres industriels, et on va parler tout à l'heure un petit peu d'économie circulaire, comment on élargit le cercle pour réfléchir à justement des écosystèmes d'entreprises qui vont collaborer, les déchets des uns étant les entrants des autres. Donc il y a vraiment un modèle à réinventer, et pour ça que la plateforme, le fait de pouvoir collaborer sur une plateforme qui va permettre aux parties prenantes internes et externes de structurer l'innovation, de collaborer, est clé, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette collaboration. Mentionner les 17 objectifs de développement durable. Le 17e, c'est Partnership for the Goal, c'est-à-dire collaborer pour atteindre ces objectifs très ambitieux. Donc je me tourne vers toi, Martin. Qu'observes-tu chez tes clients qui sont pas mal présents dans la sous-traitance aéronautique et automobile? Comment ces choses se concrétisent? Donc, oui, effectivement, donc, depuis à peu près 25 ans, donc, je suis les relations entre les OEM et donc, les sous-traitants. Il y a une évolution relativement intéressante à observer. Si je devrais synthétiser donc, la relation OEM-sous-traitant dans les derniers 20 ans, c'est comment réduire les coûts à n'importe quel prix. C'est vraiment donc synthétique, mais ça se résume beaucoup à ça. Les effets de ça, ce qu'on a vu, c'est souvent dans les entreprises, donc ils disaient voilà, donc on va délocaliser certaines activités, parfois loin de la France, avec un impact d'empreinte carbonique qui n'est pas super. Non pas seulement donc sur cet aspect purement écologique. Vous avez certainement donc suivi dans la presse ces dernières années donc ce qui s'est passé donc avec un Nike, avec un Adidas, avec un Apple qui ont délocalisé leur activité en Asie, où la presse a déchiré donc les conditions de travail dans ces entreprises donc à l'étranger, dans la sous-traitance. Donc il y a une véritable sensibilisation maintenant qui est en train de monter, et donc la réduction du coût à tout prix est en train de changer un tout petit peu, alors très lentement, il faut l'avouer, c'est très lentement, mais on a des échanges avec des OEM qui disent, voilà, on accepte peut-être un prix ou un produit qui est légèrement plus cher, par contre, ça me donne donc un rating sur les index de sustainability qui sont beaucoup plus importants. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit, mais c'est vrai, donc c'est que le début, et donc c'est vraiment donc très réfractaire et long donc cette changement. Ce qu'on voit aussi, et donc Céline, tu l'avais montré donc dans ton vidéo avec Samaya, il y a des décisions de l'entreprise qui disent on va relocaliser
vers la France. C'est parce que justement, donc, il y a l'impact sur l'empreinte carbonique qui est beaucoup plus favorable. Il y a un dernier élément, et je pense aussi, Axel, donc tu posais la question, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité? Ce que je vois, c'est donc la sous-traitance partout en Europe, vraiment. Donc, c'est la sous-traitance qui est le moteur de beaucoup d'innovations. Et donc aussi, parfois plus que les OEM, hein, donc il faut le dire. Et donc, est-ce que c'est pour eux maintenant vraiment une contrainte, ou est-ce que c'est justement pas maintenant donc, la carotte qui va être nécessaire pour accélérer donc, cette capacité d'innover à travers la sous-traitance et donc de redéfinir complètement la relation entre OEM et sous-traitants. Donc c'est ça ce qu'on voit un tout petit peu. C'est quoi donc, en gros donc, là on a regardé donc qu'une section qui donc cette relation OEM sous-traitant. Par contre c'est qu'un petit morceau donc, de puzzle complète. Donc sur quoi est-ce que vous posez donc, avec cette vision donc, harmonisée Product Nature and Life? C'est quoi concrètement donc, les éléments qui sont en dessous pour votre stratégie? Merci Martin. Donc on a organisé notre offre autour de 4 thématiques qui sont des thématiques très prégnantes dans l'industrie. Je commencerai d'abord par la partie énergie, consommation d'énergie, parce que ça regroupe pas mal de choses et en fait c'est souvent la partie par laquelle commencent les entreprises, parce que l'énergie c'est quand même 55% des émissions au global dans le monde. Et donc c'est déjà là qu'il faut regarder comment on va aller vers d'autres sources d'énergie. Donc on entend beaucoup parler d'énergie renouvelable, on entend parler aussi d'innovation sur tout ce qui est batterie, ce qui après-demain arrivera sur l'hydrogène, etc. Donc c'est comment finalement on accompagne nos clients sur ces thématiques-là. Et c'est une des premières manières, je dirais, de baisser l'empreinte carbone, de décarboner. Donc ce qui m'amène au deuxième thème, la décarbonation, c'est aujourd'hui c'est le KPI numéro 1 sur la thématique environnement, mais on ne doit pas pour autant oublier les autres parce que les régulations évoluent beaucoup et on en a parlé tout à l'heure, les données autour de la consommation d'eau, les déchets, les impacts biodiversité sont des impacts très importants. Mais l'avantage du carbone, c'est que c'est facile à mesurer et qu'on a des objectifs, je parlais tout à l'heure des accords de Paris, qui sont clairs pour lesquels la communauté internationale, enfin une grande partie des pays sont engagés. Donc c'est comment on limite l'impact environnemental des produits sur tout le cycle de vie. Très important, tout le cycle de vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de communication qui peuvent être faites se limitent à la phase d'usage des produits, mais il faut bien voir qu'en amont, il y a toute la partie fabrication, il y a toute la partie conception qui est très importante, parce que la conception, c'est à ce moment-là qu'on va choisir les matières premières. La production, ça va être toute la partie logistique que tu mentionnais, mais ça va être aussi les processus de fabrication, comment on peut décarboner typiquement des processus très émetteurs. On parle souvent de l'acier, du ciment, il y a pas mal de choses qui sont... On accompagne nos clients dans ces domaines-là pour décarboner. Et le troisième, jusqu'où on parlait de production, c'est la production durable. Donc depuis 40 ans, on accompagne nos clients sur ces thématiques-là. Et c'est vraiment comment faire bon et bas carbone. J'aime pas le terme zéro carbone parce que c'est toujours un petit peu... c'est pas vrai, il n'y a pas de processus qui n'émettent pas de carbone, ça se saurait. Donc comment on essaie de décarboner plus possible la fabrication et la partie chaîne de valeur dans son ensemble. Et le quatrième, qui est une thématique qui grossit de plus en plus, qui a pas mal été évangélisée dans le monde anglo-saxon et qui commence à l'être en France, c'est le concept d'économie circulaire. Je parlais tout à l'heure de collaboration.
Il faut vraiment... le concept de l'économie circulaire, si je dois le résumer en une phrase, c'est comment on s'inspire des écosystèmes naturels pour essayer d'être sobre à la fois en énergie, en matière, et avoir des boucles retour, pas uniquement recyclage, parce que souvent on résume ça au recyclage, mais c'est comment on peut réutiliser. Il y a Renault par exemple qui a son usine de Flins, où elle teste des nouveaux modèles autour de la reconception, remanufacturing, réutilisation, réénergie sur la partie batterie, et comment on se réinvente globalement au sein des écosystèmes avec les parties prenantes pour être plus sobre et avoir des innovations radicales. Et je voudrais finir par quand même souligner l'importance de la conception. 80% des impacts environnementaux des produits sont déterminés pendant les phases de conception. C'est-à-dire que c'est dans le bureau d'études qu'en fonction des choix de matériaux, qu'en fonction des choix de processus de fabrication, que tout se joue finalement. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des pistes, il y a des pionniers dans ce domaine, c'est autour des matériaux, des nouveaux types de matériaux qui vont pouvoir émettre moins de carbone, voire capturer du carbone. Et pour ça, en fait, on a mis sur le marché fin d'année dernière un module d'analyse de cycle de vie qui permet de mesurer. Donc ça revient, je dirais, à mon introduction, qui est l'importance de mesurer, pour justement pas rentrer dans un débat stérile souvent d'idéologie, mais comment on mesure et factuellement, et que de manière scientifique, on se rend compte sur l'ensemble du cycle de vie. Donc l'ACV, c'est un processus qui est normé et qui permet d'évaluer les impacts environnementaux des produits en multicritères, donc qui va prendre en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux, les impacts sur les écosystèmes, sur la santé humaine, la consommation des ressources naturelles, et va le faire sur l'ensemble du cycle de vie, donc du design, fabrication, usage, jusqu'à la fin de vie. Et la fin de vie est souvent négligée aujourd'hui, mais pour avoir justement cette possibilité. Donc on a cette solution qui s'appelle Sustainable Innovation Intelligence, qui permet de coupler au jumeau numérique ces indicateurs et faire justement les arbitrages, les trade-offs dont tu parlais tout à l'heure, entre un coût, un impact environnemental, et arriver à prendre les bonnes décisions et surtout tester un maximum d'alternatives. C'est là où le jumeau numérique est clé, et c'est une des rares innovations qui permet de tester autant de possibilités par rapport à une maquette physique. On va pouvoir vraiment aller vers des innovations de rupture dans un temps qui est très court, puisqu'on parlait de Decade to Deliver, 2030, c'est demain 2030, donc on a vraiment besoin d'accélérer. Et je voulais juste, en illustration, voilà, mentionner deux cas clients qui ont mis justement la démarche d'éco-conception au cœur de leur phase de design. Et là, dans le cas de Metsabord, 40% de réduction d'émissions entre 2014 et 2019, donc c'est très important. Donc ça montre que c'est possible, donc au global, au niveau de l'entreprise. Metsabord, ils font du packaging, et ils utilisent aujourd'hui nos solutions pour limiter, pour faire des simulations en avance de phase et limiter les déchets et vraiment optimiser leur packaging pour qu'il soit le plus léger possible, ce qui est important dans la phase de transport pour limiter les impacts des transports et pendant la phase d'utilisation également. Donc c'est possible. On a aussi un exemple d'Arda qui, là ils sont au début de l'histoire, ils viennent d'adopter nos solutions. C'est comment en fait, c'est contre-intuitif, mais entre une bouteille plastique et une bouteille en verre, en fait, l'impact environnemental de la bouteille en verre avec le processus de recyclage est plus défavorable, il y a plus d'émissions, parce qu'il y a toute la partie collecte et transport du verre qui est un matériau plus lourd que le plastique. Et donc Arda Group, justement, ils sont penchés sur le problème, et en fait, ils sont en train de concevoir
une bouteille avec un revêtement spécial qui permet de garder les qualités de résistance du verre, mais tout en allégeant le matériau lui-même à l'intérieur. Et tout en gardant du verre recyclable, parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose qu'on ne sait pas recycler à la fin, la problématique de la fin de vie est très importante. Donc ils ont utilisé nos solutions et ils sont en train de concevoir ces innovations de rupture. Je te repasse la main. Voilà, merci beaucoup. Merci Xavier et Martin pour ces messages fort éclairants. Alors, eh bien, j'aimerais que nous abordions maintenant notre table ronde avec une thématique. Alors, on pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais Céline le disait en introduction, hein, on n'a pas toutes les réponses. On est là pour se les poser aussi avec vous et pour vous accompagner. Donc, la thématique de cette table ronde, c'est développement durable et continuité numérique. Est-ce un mariage pérenne? Donc je vous demande d'accueillir Joseph Kermani de l'IFPEN et Christophe Bernat de Flying Wells. Et pour commencer, donc une petite vidéo de présentation d'IFPEN pour présenter leurs solutions. Merci. Alors voilà pour cette petite présentation de l'IFPEN. Donc Joseph, vous faites partie de la direction mobilité et système à IFPEN. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus quelles sont les missions de l'IFPEN? Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Joseph Kermani, je travaille à IFP Énergie Nouvelle. Donc juste pour replacer un peu dans le contexte, IFP Énergie Nouvelle, donc c'est un institut de recherche qui travaille dans le domaine de l'énergie, l'environnement et le transport. On a un statut d'EPIC, donc d'établissement public à intérêt commercial. On a à peu près 1600 personnes dans cette entreprise et on est basé sur 2 sites, un à Rueil-Malmaison, donc en banlieue parisienne, et un à Solèze, en banlieue lyonnaise. Si je veux rentrer un peu dans les missions d'IFPEN, on a 3 missions principales. Donc la première, c'est de s'investir dans la recherche industrielle et le développement technologique. La deuxième mission, ça sera plutôt sur de la formation via une entité qui s'appelle IFP School. Donc on promeut la formation de jeunes pour le futur. Et la troisième mission, ça va être une mission d'expertise pour le public, pour le grand public.
D'accord. En préparant cette table ronde, donc on a vu que vous travaillez en fait avec des clients de toute taille, hein, aussi bien des grands groupes industriels, automotive ou autres, mais également des start-up et des PME. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est en fait vous prenez éventuellement même des participations. Vous pouvez nous en dire un peu plus dans votre système, en tout cas Ouais, alors comme vous l'avez dit, je travaille dans la direction mobilité système et dans ce cadre-là, on travaille plutôt sur des projets partenariaux, donc aussi bien avec l'Union européenne, l'État français, des grands groupes comme vous l'avez dit, Renault, Stellantis, mais aussi des petites structures. C'est aussi dans nos missions d'aider justement le tissu industriel, notamment français. Et pour ça, on est complètement ouvert à travailler avec des PME et à les aider dans leur innovation et dans porter leur idée sur le marché. Nous, comment ça se concrétise? En fait, on vient aider assez tôt, en fait, à partir du moment où on est sollicité, et on va chercher à les aider à développer leur idée. Et une fois que ça marchera, si ça marche, on pourra envisager de prendre effectivement des parts dans cette société ou avoir des redevances sur les produits. Pourquoi pas? Et je crois que c'est le cas donc, pour une société dont on avait parlé ensemble, Cariol, qui a un projet tout à fait innovant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, Cariol, c'est une petite PME qui est venue nous solliciter, qui cherche à révolutionner, on va dire, la livraison du dernier kilomètre. Donc leur produit est assez intéressant, c'est une remorque électrifiée qui peut soulever jusqu'à 250 kg et qui a la particularité de faire de l'effacement de charge, c'est-à-dire que lorsqu'on veut la transporter, en fait, on n'a même pas l'impression de la déplacer. Donc l'idée, c'est de pouvoir la relier à, par exemple, des vélos, même classiques, à énergie mécanique, ou aussi, donc ça c'est leur première mission qui va être de porter en fait cette remorque dans les centres-villes pour désengorger les centres-villes et faciliter la livraison et la décarboner. Et la deuxième mission, c'est aussi potentiellement de s'orienter vers le domaine de la construction et de faciliter le transport de charges lourdes sur des chantiers en pouvant la tracter manuellement et la déplacer sur des chantiers. D'accord, très intéressant. Et sinon, sur quel axe précisément vous travaillez? Quels sont vos travaux de recherche? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors IFPEN travaille, on va dire, sur 4 axes majeurs. Donc le premier, ça va être le climat, l'environnement et l'économie circulaire. Alors dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va travailler par exemple sur du captage, du stockage et de l'utilisation de CO2. Ça peut être aussi bien du recyclage de plastique. Voilà. Il y a un autre axe qui va être les énergies renouvelables. L'éolien flottant. Par exemple les éoliens, mais aussi notamment les énergies biosourcées, comme les carburants de nouvelle génération qui vont être en non-concurrence avec l'alimentaire par exemple. On va aussi travailler sur un axe qui va être la mobilité durable. La mobilité durable, ça veut dire aussi bien travailler dans le domaine de l'électrification, dans le domaine de la mobilité connectée ou dans le domaine de nouvelles énergies comme par exemple l'hydrogène. On pourra revenir là-dessus peut-être plus tard. Oui. Et le dernier axe, ça va être les hydrocarbures responsables, parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a encore une part de notre vie qui dépend des hydrocarbures, et donc notre mission, ça va être de réduire l'impact environnemental des procédés liés aux hydrocarbures. D'accord. Donc effectivement, tous ces axes de recherche sont cruciaux pour la planète, et vous parliez justement de ce moteur à hydrogène. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, alors dans le domaine de la mobilité, on va chercher à s'investir un peu plus dans l'hydrogène, parce que l'hydrogène a le bon goût d'être une source d'énergie qui n'est pas carbonée, si tant est qu'elle est produite de manière verte, on va dire avec une énergie la plus bas carbone possible. Elle a le bon goût aussi d'avoir une énergie, une densité, une quantité énergétique assez importante, donc assez valorisable. Et nous, on va chercher à la valoriser de plusieurs façons, donc soit dans ce qu'on appelle les piles à combustible, soit dans en fait, des motorisations thermiques qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc, chacune de ces optiques a des avantages et des inconvénients. Ça va être adapté en fonction des usages et des volontés de chacun. D'accord. On le disait en introduction, donc l'État peut éventuellement vous missionner sur des études particulières, et on évoquait justement cette étude sur laquelle vous avez été missionné plus particulièrement pour voir justement faire un comparatif entre essence et diesel. Est-ce que les résultats ont été un peu déroutants ?
Ouais, alors par exemple, ça fait partie des missions justement d'éclairage du débat public. Donc c'est une étude qui a été qu'on a menée pour le compte du ministère de la Transition écologique. Les résultats sont publics, hein, ils sont disponibles par exemple sur notre site internet. L'idée, c'était effectivement de réinvestir un peu finalement comment se comporte un véhicule diesel qui ont été longuement, on va dire, d'évaluer suite à ce qui s'est passé avec le Dieselgate. Donc il y a eu des nouvelles normes qui sont sorties entre-temps et on a cherché à comparer en fait dans l'usage réel un véhicule équivalent essence et un véhicule équivalent diesel. Voilà, donc les résultats de l'étude sont que finalement les constructeurs ont bien fait leur travail et ont amélioré complètement leur copie et on se retrouve avec des véhicules globalement équivalents avec même peut-être quelques petits avantages sur certains aspects pour le diesel. C'est vraiment surprenant. Je crois que vous avez aussi une approche un peu didactique grand public et vous avez notamment créé une application que j'ai téléchargée qui mesure l'impact, l'empreinte carbone. Effectivement, donc si on en arrive sur le domaine du digital et de ce qu'on fait dans le digital, donc c'est un domaine qui me tient à cœur et notamment dans ma direction, j'ai la casquette d'ambassadeur digital. Donc c'est un sujet que j'essaie de porter le plus possible. Donc à l'IFP, en fait, le digital, on l'envisage depuis déjà quelques temps. On a un fort background, on va dire, dans la simulation numérique, et notamment dans la simulation de phénomènes très complexes comme ce qui peut se passer dans des chambres de combustion, jusqu'à des systèmes assez complets. Et plus récemment, en tout cas, on a investi dans des solutions un peu plus cloud, et notamment à la mise à disposition un peu plus du grand public de ce qu'on peut faire via des web services. Et donc on a notamment aidé l'État français, enfin le ministère encore, sur la mise en place d'une plateforme qui s'appelle jechangemavoiture.gouv.fr, qui va aider un peu le grand public à se décider sur si je dois changer mon véhicule par rapport à mes usages, qu'est-ce que je dois faire. Mais ça a aussi débouché sur notamment une application grand public gratuite qui s'appelle GECOAIR, donc GECOAIR, qui vise à nous instruire. Une application mobile que tout le monde peut télécharger. Nous amener à évaluer finalement notre impact sur l'environnement et sur la qualité de l'air notamment, et voir comment notre mobilité, on peut la modifier pour améliorer cet impact. Voilà. Est-ce que moi j'aimerais bien comprendre en quoi l'utilisation des technologies numériques vous permettent de mener à bien vos missions de recherche? Ouais, alors du coup si je m'axe un peu plus sur la partie donc fourniture de services par Keonis, donc 3D, la suite 3D Experience, de notre côté c'est quelque chose qui est, on va dire, assez récent mais qui nous a plutôt convaincus, notamment sur la mise en place du PLM, quelque chose qui nous a bien aidé, on va dire, à simplifier un peu et rendre plus correct, on va dire, tout ce qu'on pouvait faire sur la quantité de produits qu'on peut traiter. En fait, cette suite, elle est utilisée par notre bureau d'études. Notre bureau d'études, c'est à peu près, on va dire, une vingtaine de personnes qui vont utiliser la suite 3D Experience. Ce bureau d'études à IFPEN, il est sollicité par tous nos collègues et il va notamment être utilisé pour mettre en place des prototypes, mais aussi, par exemple, mettre en place des bancs d'essai pour tester des solutions, typiquement des bancs d'essai, par exemple, d'ancrage d'éoliennes, des bancs d'essai de piles à combustible, des bancs d'essai, que sais-je. Donc voilà, cette suite, elle est utilisée par ces 20 personnes. On a une quantité de produits, de pièces qui est assez importante. Et jusque-là, c'était généré de manière un peu old school, on va dire. Et on avait potentiellement des mauvaises... on va dire de la non-fluidité sur le transfert entre nos collègues. Donc cette suite, elle nous a vraiment aidé sur le côté collaboratif à amener la bonne version de pièce à la bonne personne, sans avoir à forcément poser la question et être dépendant du développeur ou du designer. Voilà. Ça nous a aussi permis de moins solliciter ces designers et de les laisser un peu plus travailler en laissant la main aussi à des non-experts, entre guillemets, de la solution, de pouvoir regarder dans des environnements plus simples les pièces. Donc ça, c'est un gros plus aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur 2 sites, donc ça a aussi la possibilité de travailler sur du multisite, donc à distance sur des objets, sur des environnements beaucoup plus simplement. Et quelque chose qui nous tient aussi à cœur de plus en plus, sur lequel on est en train de creuser, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, pour nous, c'est un gros plus dans le sens où, pour de la formation, ou en tout cas de la mise en contexte de nos collègues, c'est quelque chose qui est très important. On se rend compte qu'il y a un fort impact là-dessus.
et notamment sur, je sais pas, par exemple, des process de montage ou comment utiliser un objet. Ça peut être très valorisant et très valorisable. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on creuse de plus en plus sur la suite 3D expérience, c'est la réalité virtuelle. Parfait. Moi, je retiens effectivement le côté collaboratif en préparation de cette table ronde. C'était surtout ce que vous aviez mis en avant. Alors, pour conclure, Joseph, si vous aviez quelques conseils à donner à notre audience pour amorcer le voyage de la sustainability, quels seraient-ils ? Bon, ça va être des conseils peut-être assez simples ou assez bateaux. Enfin, moi, je vais parler personnellement, mais comme l'a dit Xavier tout à l'heure et comme on l'a vu dans les présentations en intro, en fait, le changement climatique, il a déjà lieu. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il faut y aller. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus. D'autres conseils, ça serait que même les gains les plus simples, en fait, ils sont toujours à prendre. Donc, pas se mettre de barrières là-dessus. Et je pense que le côté collaboratif est assez important, c'est-à-dire savoir s'entraider et voilà, c'est quelque chose de collectif, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas uniquement pour nous, donc faut pas hésiter à bien s'entourer et se lancer dans le sujet. Parfait, merci beaucoup. Merci Joseph. Merci à vous. Donc, sans plus attendre, eh bien, nous allons enchaîner sur Flying Whales, donc avec Christophe Bernat. Donc, Christophe, vous êtes référent gestion de config chez Flying Whales. Bonjour à tous. J'aimerais bien qu'on puisse avoir une petite vidéo de présentation de Flying Whales. Merci. Alors, Christophe, c'est la première fois que je vois la vidéo en entier. Ça donne des frissons. Ah bien, à ce point-là. Oui. Alors, en fait, bon, on le voit, Flying Whales, c'est un projet industriel incroyable, parce qu'il s'agit quand même de réinventer totalement le ballon dirigeable. Exactement, c'est ça. Pour un transport plus écologique, plus économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là, sur cette aventure incroyable? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est un projet qui a démarré en 2012. Et en fait, tout est parti d'un constat assez simple finalement. C'est que finalement, en France, on avait beaucoup de forêts, mais qui finalement n'étaient pas exploitées. On avait un déficit au niveau du bois. On importe énormément de bois en France, alors qu'en fait, on a des très belles forêts. Et le gros problème, c'est que finalement, en fait, ces forêts ne sont pas exploitables facilement, parce que principalement dans la montagne,
difficile d'accès. Inaccessible. Et au final, les solutions qui sont envisageables pour l'instant, c'est d'utiliser des hélicoptères qui sont excessivement chers, excessivement polluants. C'est pas du tout rentable. Ou alors, on peut aussi construire des routes, ce qui n'est pas non plus très écologique et pas non plus excessivement rentable. Et donc là, en fait, tout est parti de ce constat-là. Et finalement, la solution du dirigeable émergeait pour pouvoir faire du transport de charges lourdes dans ce type d'environnement. Parce que finalement, le dirigeable, en fait, on en a fait il y a 100 ans. On a aussi des souvenirs en tête de Mauvaise Hindenburg expérience, oui. qui a brûlé. Et là aussi, il faut voir aussi que notre solution est sûre, donc du fait de l'usage de l'hélium, parce que le dirigeable Hindenburg était rempli à l'hydrogène. Donc c'est ça aussi qui a engendré la catastrophe. Très inflammable. Donc là aussi, voilà, on a cette solution-là qui est aussi qui était envisagée de ce point de vue-là, parce qu'on avait une solution qui était sûre au niveau technique. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de vraiment avoir un nouveau mode de transport qui va combler une case qui n'existe pas pour l'instant, qui est pouvoir transporter des charges plus lourdes que ce que fait un hélicoptère, et aussi tout en ayant une empreinte écologique beaucoup plus faible, dans la mesure où en fait notre ballon flotte et n'a pas besoin d'infrastructure pour se poser. Donc l'idée, c'est de rester en vol stationnaire pour pouvoir aller chercher des charges lourdes et ensuite les amener et faire du transport de ce type-là. Donc il va s'appeler comment justement ce ballon? Le LSA 60T, donc c'est pas un nom très sexy pour l'instant, c'est un peu le nom du projet. LSA 60T pour 60 tonnes de charge qu'on peut charger. LCA pour large capacité airship. Et vous en êtes où en ce moment? Quel niveau vous êtes dans la phase de conception? Vous êtes On est toujours en phase de conception. Donc là, en fait, au niveau du planning, on va construire notre usine près de Bordeaux. Donc on va commencer la construction l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir un premier vol en 2024. Pour après, phase de test pendant à peu près 2 ans, pour une exploitation à partir de 2026-2027. Alors ce projet de mobilité durable, à l'origine, est-ce qu'il correspond à des convictions personnelles du fondateur, ou est-ce qu'il y avait en même temps aussi des demandes de clients? Alors on a bien compris cette contrainte au niveau de l'Office national des forêts, mais donc est-ce qu'il y avait d'autres choses à l'origine de ce projet? Alors évidemment, là, notre fondateur, Sébastien Bougon, l'intérêt qu'il a vu, c'était aussi de pouvoir justement aider au développement toujours de la société dans différentes... voilà, aussi par rapport au développement écologique, dans la mesure où en fait on peut... c'est des contraintes, c'est des enjeux qui sont liés avec la décarbonation, dans la mesure où en fait là, notre dirigeable va aussi permettre de pouvoir aider au transport de pales d'éoliennes, qui sont justement un des enjeux justement dans la transition pour pouvoir avoir plus de renouvelables. Aussi dans le transport de bois, donc le bois en fait c'est aussi un matériau qui est renouvelable par définition. Et là il y a plus de projets justement qui commencent à se dire qu'on peut utiliser du bois parce que finalement c'est une ressource qui est renouvelable, qui est aussi en France, donc finalement c'est quelque chose de souverain, c'est quelque chose qu'on a ici chez nous, et puis ça aussi ça permet de faire des emplois en France. Et donc l'idée vraiment globale, c'est de justement, voilà, la thématique c'était vraiment de pouvoir... L'idée est partie du transport du bois, et puis ensuite il y a plein de choses qui se sont créées. On l'a vu, hein, l'hôpital mobile. C'est ça, on peut répondre à des nouveaux enjeux, mais tout en ayant une empreinte relativement limitée, voilà, par rapport aux moyens existants. C'est aussi un peu l'idée. Alors, vous avez eu recours à des fonds d'investissement pour ce projet, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a des fonds privés et publics. Donc, on a, au niveau du public, on a des investissements par la région Nouvelle-Aquitaine, où, en fait, c'est la région dans laquelle on va créer notre usine. Donc, la Nouvelle-Aquitaine finance la construction de l'usine. On a aussi des fonds avec l'ONF, bien évidemment, comme c'était un des partenaires historiques, avec Aéroport de Paris et puis le gouvernement du Québec, parce qu'on va avoir une usine au Québec et on va aussi répondre à des enjeux au niveau du Québec. Au niveau de l'actionnariat privé, on a Bouygues et puis Air Liquide qui sont au capital. Et puis on a aussi des financements publics via la BPI avec un PSPC en 2017. D'accord. Pour un total d'environ 500 millions d'euros, hein, c'est ça? À peu près, oui. Okay. Donc qui est finalement une enveloppe raisonnable aussi au regard du projet. C'est aussi un peu l'idée derrière.
Alors, relever ce défi nécessite bien sûr énormément d'innovation au sein de votre département R&D. Est-ce que vous avez déjà mis en place des outils de mesure d'impact environnemental? On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec... Alors oui, en fait, il y a 2 ans, on a fait une étude du cycle de vie pour voir où étaient un peu les points durs, on va dire, dans notre conception, dans l'usage du produit, et puis quels étaient les leviers aussi qu'on avait pour réduire ces problématiques. Et donc en fait, l'enjeu majeur dans notre ballon, c'est qu'en fait, la première version va être avec une chaîne de traction, enfin une chaîne de propulsion hybride, et donc la toute première version va utiliser du thermique, donc des turbines hélicoptères qui fonctionnent au kérosène, qui n'est pas forcément quelque chose de très écologique. Mais dans notre conception, justement, on a prévu cette chaîne de propulsion hybride dans la mesure où, en fait, on a comme cible assez rapide de pouvoir remplacer la chaîne de propulsion thermique par une pile à hydrogène. Donc avec toujours d'autres problématiques aussi liées à l'hydrogène, un peu comme disait Joseph. Et donc c'est aussi l'idée, voilà, d'essayer aussi de réduire après l'empreinte de notre ballon au mieux, mais sachant que là aussi on commence aussi avec une chaîne un peu plus conventionnelle dans la mesure où en fait on a des problèmes de certification. Donc ça faisait un peu beaucoup aussi de faire un ballon qui avait une pile à combustible au départ. Alors Christophe, qu'est-ce que vous apportent les solutions numériques dans votre quotidien chez Flying Wells? Alors en fait, c'est vrai que Flying Wells, on est parti de rien, donc c'était assez finalement pratique d'avoir un outil qui puisse faire un peu tout. Pas de process existant, quoi. Voilà, donc on est parti d'une feuille blanche et on a pu prendre le PLM 3D Experience pour pouvoir envisager la conception de notre ballon. Et en fait, donc un des critères qui était intéressant pour nous, c'était vraiment de ne pas avoir d'infrastructure IT chez nous, parce qu'on était une petite structure avec pas forcément beaucoup de moyens au début. Donc c'était un gros enjeu aussi d'avoir quelque chose dans le cloud, c'était assez pratique. Et après, au quotidien, c'est vraiment l'aspect continuité numérique, de vraiment pouvoir partir de la phase de conception jusqu'à la fabrication, l'opération aussi, parce que finalement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Flying Wells va être une entreprise qui va fabriquer le ballon, mais qui va aussi l'opérer. Donc on aura un peu les deux têtes, un peu comme un Airbus et un Air France à la fois. Donc on va vendre du service de transport de pales d'éoliennes ou de charge, en fait. Donc on a vraiment toutes ces contraintes-là, c'est quelque chose d'assez large. Dirigeable as a service. As a service, exactement. Et donc du coup, vraiment, le fait d'avoir un petit PLM, ça nous permet vraiment de casser un peu les silos entre les différents départements et de pouvoir travailler sur une seule maquette qui est partagée. Et en plus, on a aussi pas mal de fournisseurs, parce que finalement, on est un intégrateur, on a pas mal de partenariats. Donc l'idée, c'est aussi d'embarquer les différents partenaires directement dans la maquette et qu'on puisse travailler comme si on était tous dans le même bureau, alors qu'en fait, il y aura des gens au Québec, des partenaires un peu partout aussi en Europe. Donc c'est très pratique. Et aussi, autre chose intéressante, c'est qu'en fait, la 3D Experience aussi permet de petit à petit rajouter aussi des compétences techniques et d'embarquer un peu plus de métiers. En fait, au départ, on est parti avec vraiment la solution avec simplement l'usage de CATIA, finalement. Et puis petit à petit, après, on s'est dit, tiens, on va pouvoir rajouter la gestion des exigences dans la 3D Experience parce que finalement, c'est plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Donc on a rajouté cette brique-là, on a rajouté aussi la brique par rapport à la fabrication, donc la pré-industrialisation, enfin la brique d'Almia. La gestion aussi Abacus pour faire des essais, et puis aussi la documentation avec l'EDM. Donc petit à petit, en fait, on peut rajouter des briques, même aussi des domaines, dans des domaines assez techniques. Par exemple, je pense au câblage, la gestion d'harnais. On a aussi donc ce genre de métier. Et finalement, petit à petit, dès qu'on grossit, en fait, on peut aussi envisager d'agrandir le périmètre, et c'est très simple finalement. Bien sûr. Oui, le cloud finalement vous donne une grande flexibilité. Exactement. Oui. Parfait. Et si vous aviez quelques conseils, même question, même du coup, mes conseils, ça serait aussi de faire un peu comme, on avait parlé aussi avec Xavier tout à l'heure, c'est d'analyser le cycle de vie du produit pour un peu voir quels sont les impacts, et puis aussi se dire que finalement notre produit, finalement, à un moment donné, il va falloir le retirer du service, il va falloir le démanteler, il va falloir le recycler, et ça, il faut le prendre en compte vraiment au tout début de la conception, donc vraiment avoir tout le cycle de vie en tête, en fait, quand on fait la conception. Deuxième conseil, c'est aussi peut-être être un peu prudent sur ce qu'on est capable de faire. Un peu faire attention au greenwashing et pas trop communiquer. Humble. Être humble par rapport à ça aussi, parce que c'est aussi important de ne pas non plus
vendre un peu trop de rêves, on va dire. Il faut aussi un peu rester les pieds sur terre et puis voir ce qu'on peut faire aussi avec la capacité qu'on a. Et puis après, dernier point, c'est aussi, ça serait d'embarquer les équipes et d'avoir un peu une culture d'entreprise où on est tous dans l'idée de se dire, voilà, on fait de l'éco-conception, et puis on va faire un produit qui doit avoir le moins d'impact possible. Parfait. Eh bien, écoutez, merci pour ces témoignages fort intéressants. Merci Christophe, merci Joseph. Pardon. Ah oui, est-ce qu'il y a des questions pour nos deux intervenants, Christophe et Joseph? Est-ce que vous avez des questions pratiques? Oui, bonjour. Une question pour Xavier. Je vous remercie Xavier, j'ai trouvé votre intervention très claire. Comme vous, je suis convaincu qu'il y a beaucoup à faire et cela de manière assez urgente. Mais pour rebondir sur ce que Christophe vient de nous dire, sur le greenwashing, je me demande quand même si certaines entreprises ne font pas du greenwashing, voire du business autour de ce concept de développement durable. Et j'aimerais bien votre point de vue là-dessus. En effet, très très bonne question et Christophe l'a déjà un petit peu abordé à l'instant. En effet, pour pas justement tomber dans le greenwashing, il faut que la communication autour soit du produit, soit de l'entreprise, elle soit honnête, humble. Il y a des entreprises pionnières. Je prends souvent l'exemple, j'aime bien citer Patagonia, la marque de vêtements. Ils disent à leurs clients, n'achetez pas nos nouveaux produits. Si vous avez des anciens produits, on peut les réparer. Donc c'est vraiment des nouvelles manières de penser. On parlait product as a service. Le fait d'opérer les dirigeables, ça change complètement la conception du produit parce qu'on va faire un produit qui doit durer dans le temps, qui va être maintenable et on va pouvoir anticiper la fin de vie. Et donc c'est très important justement là, de rester humble et d'avoir quelque chose de mesuré en termes d'impact pour pas tomber justement dans ce greenwashing ou net zero washing qu'on voit beaucoup. Donc quand on a une trajectoire de neutralité carbone, je dis pas qu'il faut pas la communiquer, je suis le premier à le faire, mais ce qui est important, c'est d'avoir des étapes intermédiaires, d'avoir un plan de route pour y aller, pour pouvoir dire à horizon 2030, je m'engage avec mes fournisseurs de réduire tant d'émissions et que ce soit vraiment... Et c'est pour ça que la démarche SBTI est souvent la démarche la plus reconnue dans le monde parce qu'elle est Science Based Target Initiative qui est liée aux Nations Unies et à CDP, enfin des organisations qui sont depuis plusieurs années... Désolé, j'introduis d'autres acronymes, mais qui sont vraiment sérieuses sur ces sujets climat et donc qui accompagnent, qui aident les entreprises à prendre des engagements. Philippe, lève-toi et fais entendre ta voix. Moi, j'avais une question pour Joseph de l'IFP par rapport à... Vous avez parlé un peu d'hydrogène, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur les étapes sur le développement de l'hydrogène vert à l'IFP? Donc effectivement, les enjeux, je pense, majeurs dans le domaine de l'hydrogène, c'est d'abord la production de l'hydrogène vert. Et notamment, je pense, un des gros enjeux aussi, c'est la mise en place de l'infrastructure de zones de recharge, on va dire pour la mobilité en tout cas. Nous, on œuvre là-dessus, notamment sur aussi ce qu'on fait sur les éoliennes et sur les parcs éoliens, notamment, mais pas que. Et enfin, je pense que l'enjeu majeur, vraiment, c'est effectivement aujourd'hui, tout le monde s'axe beaucoup sur l'hydrogène, mais quasiment 90%, voire plus, de l'hydrogène actuel n'est pas du tout vert. Donc il faut aussi enclencher cette dynamique-là. Très bien, merci. Martin, donc, le mot de la fin. Voilà, donc alors, si j'ai bien compris, donc, on va faire une pause juste après. Alors oui, finalement, on va changer un petit peu les plans. On va faire une petite pause de 10 minutes. Ok, très bien. Donc, j'aimerais bien vous remercier, Axel, donc, tous les trois. C'était super. Moi, personnellement, j'ai appris énormément de choses donc, en préparant cette journée, mais aussi donc, cette table ronde. C'est peut-être justement ce qu'il nous faut. Parfois, c'est s'immerger. Donc, il
s'immerger donc dans ce sujet. Donc merci beaucoup pour votre contribution. La suite, après la pause, sera donc un deep dive sur un overview donc sur ce que Dassault Systèmes peut fournir donc dans un contexte sustainability dans la conception d'engineering, dans les phases d'engineering. Et donc ça serait avec Thierry et avec Franck tout à l'heure. Merci.